L'histoire. Championnes, elles ont conquis l'or, l'argent, le bronze. C'est le titre du beau livre de Clémentine et Lorraine Kaltenbach, publié aux éditions Artaud. Franck Ferrand les a invitées toutes les deux cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux que les sœurs Kaltenbach aient pu se libérer toutes les deux en même temps. D'abord parce que je les aime beaucoup, l'une et l'autre. Et puis, cela m'intéresse d'avoir leur regard forcément différent sur toutes ces championnes dont le public a oublié le nom, il faut bien le dire. Et pourtant, elles se sont brillamment illustrées dans toutes sortes de disciplines. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Lise sur l'origine du mot lynchage. Le genre de questions auxquelles Clémentine pourrait répondre mieux que moi. Pour le moment, en attendant de me faire lyncher, je vous propose de revivre la carrière de Sonia Henny, l'étoile oubliée. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes à Paris en octobre 1969. L'été est bien fini. Il est temps pour les Honstadt, un couple norvégien, de préparer le retour à la maison à Los Angeles après plusieurs mois de vacances en Europe. Sonia, l'épouse, est une femme élégante de 57 ans. Il faut imaginer ses petites fossettes, son regard noir, à la fois affirmé et mutin. Tout cela dit peut-être quelque chose à ceux qui la croisent, surtout aux personnes les plus âgées. Car, encore une quinzaine d'années auparavant, elle était hissée sur ses patins à glace blancs et attirait des milliers de spectateurs dans toutes les patinoires du monde. Il faut se remémorer les costumes clinquants de Sonia, dont la silhouette délicate était devenue très reconnaissable. Elle était devenue le symbole d'une certaine grâce, mais aussi du talent et du succès. À présent, elle n'est plus cette patineuse triomphante. Cela fait des mois que Sonia est fatiguée, malade. Le samedi 11 octobre, son état va devenir si préoccupant qu'on affrète d'urgence un avion-ambulance, non pas pour Los Angeles, mais pour la Norvège, pour son pays d'origine. Et c'est sur un brancard qu'elle va prendre place dans l'appareil. L'avion décolle, bientôt elle s'endort et elle ne se réveillera jamais. L'ironie aura voulu que son voyage s'arrête à mi-chemin et déjà un certain oubli vient recouvrir celle qui, devenue l'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport, avait mis Hollywood à ses pieds. Je vous propose de revenir quelques décennies en arrière. Le 8 avril 1912, alors qu'Oslo sort péniblement de l'hiver, la petite Sonia Henny voit le jour. Elle est très vite la fierté de ses parents. Cet enfant, c'est certain, sera choyé. Elle est accueillie dans un environnement très favorisé, qui détermine la suite de sa vie. Dans la famille Henny, on est doué pour deux choses, les affaires et le sport. Et toute gamine, Sonia rêve de chausser des patins à glace. Seulement, ses parents temporisent. On va d'abord essayer de lui faire d'autres disciplines, jugées moins risquées. Et déjà, elle montre un goût de l'effort. Elle montre des dispositions particulières pour le sport. Alors quand enfin, elle peut s'élancer sur une patinoire, c'est une véritable révélation. Elle fait preuve d'une assiduité au travail absolument phénoménale. Elle a un équilibre qui, pour son âge, est assez étonnant. Et là où tant d'enfants auraient quitté la glace en pleurant après quelques chutes, elle s'accroche, elle aime ça, il y a en elle une graine de championne. Ses parents se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors ils vont lui choisir de bons professeurs, ils l'envoient à Londres, s'il vous plaît, pour aller affiner sa technique de danseuse classique, et tout cela paie. En 1924, la voilà aux premiers Jeux Olympiques d'hiver organisés à Chamonix. Elle n'a pas encore 12 ans, on peut dire qu'elle est un petit peu submergée. Sonia se classe 8e et dernière en patinage artistique, nous racontent Lorraine et Clémentine. Entre deux chutes, la fillette s'interrompt sous le regard attendri du public pour se rendre au bord de la patinoire demander à son entraîneur la suite de son programme. Ce genre d'échec, je vous le dis tout de suite, Sonia en connaîtra peu dans sa carrière sportive. 3 ans plus tard,
Elle est déjà championne du monde. Elle le sera, et là tenez-vous bien, elle le sera 10 années consécutives. Et puis ce sera l'or olympique, une première fois en 28, une deuxième en 32. C'est là que Sonia, le visage malicieux plein de vivacité, allie à ses prouesses techniques un style d'une modernité qui décie littéralement les spectateurs. C'est même un peu osé ce qu'elle fait pour l'époque. Il faut voir ses petits pas pointus, ses sauts, ses pirouettes, son extraordinaire sourire, raconte Jean-Christophe Berlot. Elle est la première patineuse à avoir osé les tuniques et les patins blancs quand ses concurrentes patinaient en noir. La première aussi à avoir fait monter les jupettes au-dessus du genou quand elle descendait auparavant jusqu'aux chevilles. Arrive donc 1936. Eh bien, c'est là que ça se gâte. On est évidemment, Hitler est présent dans l'assistance pendant une exhibition à l'approche des Jeux Olympiques qui doivent avoir lieu en Allemagne. Sonia s'arrête devant Hitler et là, bien en vue sur la piste, elle fait un beau salut nazi. Ça crée pas mal de remous, particulièrement en Norvège. Mais qu'est-ce qui arrive à notre étoile nationale? Pourquoi a-t-elle commis un tel geste? Sonia aura beau expliquer qu'elle n'avait pas conscience de la portée politique de ce geste. C'est trop tard, le doute est installé, d'autant plus qu'elle accepte une invitation à déjeuner du Führer en marge de l'Olympiade. Le plus probable, c'est qu'elle savait que Hitler l'admirait particulièrement et qu'elle a cherché à saisir une opportunité pour, si vous voulez, aller encore un petit peu plus loin dans cette ambition qui par ailleurs la dévore et qui sans doute lui a permis d'atteindre les sommets où elle se trouve. Car elle le sait, sa carrière en compétition touche à sa fin. Cet hiver 36, elle remporte son 3e titre olympique, son 10e titre mondial. Elle a 23 ans. Elle a tout gagné, elle est célèbre, elle est admirée dans le monde entier. Elle a beau raconter à la presse qu'elle songe à devenir femme au foyer, la réalité est tout autre parce qu'elle est guidée par le sens des affaires, par cette espèce d'opportunisme qui anime toute sa famille. Elle compte bien faire rebondir sa carrière de la manière la plus brillante et la plus lucrative qui soit. Que voulez-vous? Lorsque la glace est là, lorsque la patinoire s'ouvre devant elle, elle devient une sorte de grâce sur la glace. Elle est là. Les patineurs sur Europe 1, interprétés par Herbert von Karajan. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, ce sont les championnes sportives qui sont à l'honneur, les championnes qui ont marqué l'histoire. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'étonnant parcours de la talentueuse patineuse Sonia Henny qui va tenter le rêve américain. Eh oui, Sonia Henny, vous l'avez compris, a tout fait dans le monde du patinage. Elle est devenue la plus grande championne, 3 fois championne olympique, 10 fois championne du monde. Évidemment, son image en 1936 est un peu écornée parce qu'elle a fait ce salut nazi impeccable devant Hitler. C'est la tâche, vraiment, c'est l'ombre au tableau. Et elle va changer de continent. Nous la retrouvons sur le célèbre paquebot Île-de-France, qui sans doute a été l'un des plus beaux de nos paquebots. On est au printemps 36 en direction de New York. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la famille Henny ne perd pas de temps. On a tout programmé, les séances de photos, les interviews, etc. Sonia a son petit plan de conquête qu'elle a quasiment appris par cœur et tout se met bien en place. Elle est un petit peu déçue quand même que Daryl Zanuck, vous savez, le célèbre patron de la 20th Century Fox, l'un des plus grands studio hollywoodien, ne l'ait pas contacté pour lui proposer quelque chose. Qu'à cela ne tienne, elle va s'arranger pour qu'il le fasse. Elle joue de son statut de célébrité, elle tire quelques ficelles, elle met sur pied 2 exhibitions sur glace dans une patinoire californienne, et là, elle est complètement éblouissante. Alors, il y a parmi les personnalités qui l'applaudissent des gens comme Clark Gable, Ginger Rogers, James Stewart, enfin vous imaginez bien. Daryl Zanuck se dit qu'il ne peut pas passer à côté d'un tel phénomène. Il va finir par se présenter à son tour sur les gradins et ça y est, le poisson est ferré. Rapidement, Sonia et son père vont rencontrer Zanuck. Il leur proposa un statut de second rôle, raconte la journaliste Laura Jacobs. Sonia assura qu'elle n'accepterait
que de premiers rôles. Elle ne lui céda pas un pouce de terrain et Zanuck finit par s'incliner. Sonia signa un contrat de 5 ans, stipulant la somme de $125 000 par film, à un rythme d'un par an, les tournages devant avoir lieu pendant les étés pour qu'elle puisse continuer d'assurer tranquillement ses tournées en hiver. Parce qu'en parallèle, Sonia a bien l'intention de continuer ses exhibitions, des spectacles ambitieux, innovants, bâtis autour de son talent, mais avec celui de tous ceux qui viennent la rejoindre sur la glace. Le succès est immense, comme les rentrées financières pour celles que la presse américaine qualifie de petites fées norvégiennes. Alors, du côté du cinéma, c'est un peu moins facile. Voilà ce que nous explique Jean-Christophe Berlot. Les producteurs doivent surmonter le mauvais anglais de Sonia, imaginer un scénario pour mettre son patinage en valeur, trouver de véritables acteurs pour soutenir l'intrigue, parce que si on compte sur elle, évidemment, on va pas aller très loin. Sonia est tout à fait charmante et plus que très douée sur des patins. Elle a beau adopter la mode hollywoodienne et la chevelure blond platine, disons-le, elle n'est vraiment pas une actrice. Sa personnalité est effrayante. Les tournages sont un vrai cauchemar pour les producteurs, il faut le dire. Pour une fois, elle leur envoie un peu la monnaie de leurs pièces à tous ces producteurs hollywoodiens. Et puis, disons-le, quand on la voit de près, elle n'a pas une beauté parfaite. Je manie, comme vous l'aurez remarqué, la litote cet après-midi. Le public, visiblement, ne se formalise pas de tout ça. Le premier film de Sonia, One in a Million, qui sort en décembre 1936, est un succès. Ses exploits sur la glace sont rehaussés par le scénario le plus convenu du monde. Il n'empêche, ça attire les foules. Le plan a fonctionné. En à peine quelques mois, elle s'impose aux États-Unis. Elle a fait du sport un spectacle. Ça, c'est absolument fondamental dans l'histoire du sport, non seulement du sport féminin, mais du sport en général. Et un spectacle plus populaire que jamais. Elle atteint, on peut le dire, l'apogée de sa carrière. Tout semble lui réussir. C'est à cette époque, et c'est souvent comme ça que ça se passe, que meurt son père, qui était là toujours dans l'ombre, qui a soutenu ses intérêts, promu sa carrière depuis le début. Il ne sera plus là. Il ne sera plus là pour l'encourager, pour la pousser toujours un peu plus loin. Pour elle, c'est un drame qui la force à prendre les choses en main. Sonia, qui était un peu sur la réserve pour ce qui concernait les négociations, etc., devient très dure en affaires. On dit même qu'elle est vorace. Elle veut sans doute essayer de faire comme faisait son père, mais elle le fait avec une dureté qui choque. Quant à sa vie amoureuse dans cet îlot de liberté qu'est Hollywood, elle a, dit-on, des mœurs assez légères. Elle va multiplier les liaisons. Au fil des années, on lui en prêtera avec Clark Gable, dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi avec John Kennedy, avec bien d'autres. À des fins sans doute en partie publicitaires, une rumeur d'amourette est lancée avec le brun ténébreux Tyrone Power, qui est une des stars de son studio. D'ailleurs, elle va tourner plusieurs films avec lui. Il semble que Sonia se prenne un peu trop au jeu. Les producteurs avaient organisé l'amourette, mais elle y croit. Elle y croit comme ses propres fans. Elle tombe amoureuse. Lui, Tyrone Power, n'est pas amoureux. D'ailleurs, il va épouser une autre. Et pour Sonia, c'est terrible. Elle va du reste, dans la foulée, enchaîner un certain nombre de mariages malheureux. Peu importe, pendant les années 40, le succès de ses fabuleux spectacles sur glace, comme le succès de ses films, se poursuit. Elle est riche, elle est très riche, elle est au sommet de la gloire. Bref, rien ne paraît devoir l'arrêter. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Reviens dans un instant. Partez en live avec le spectacle Europe 1 au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Avant de parler, Franck, avec vos invités, des championnes qui ont marqué l'histoire, nous nous intéressons cet après-midi au destin de Sonia Henni, la célèbre patineuse qui est au sommet de sa gloire. Patineuse norvégienne, devenue américaine de cœur, qu'on surnommait la Pavlova de la glace, et qui était une personnalité certes fantasque et difficile, vous l'aurez compris, mais néanmoins rayonnante. Elle devint célèbre, nous dit Laura Jacobs, pour les fêtes extravagantes qu'elle organisait. Un soir, elle apparut même à l'une d'entre elles sur le dos d'un éléphant. Mais au beau milieu de ses succès, de tout cet extraordinaire rayonnement hollywoodien, commence à se manifester l'âge. Et oui, quand on est une athlète de très haut niveau, chaque année vous fait descendre une marche. Elle prend de l'âge, Sonia, et la charnière des années 40 et 50 n'est pas facile à négocier. On l'appelait la poupée norvégienne, et de moins en moins poupée, il faut bien le dire. Elle ne tourne
tourne quasiment plus au cinéma, alors elle se concentre sur ses tournées, seulement elle voit émerger de nouvelles patineuses qui lui volent la vedette, c'est très dur. Elle se met à boire, vous connaissez finalement cet engrenage qui est celui des stars, qui est celui des vedettes d'Hollywood. Elle se bat néanmoins, Sonia, elle se bat tant dans la vie que sur la glace. À chaque représentation, elle est là qui assure le spectacle. Et néanmoins, il y a des incidents, voire même de graves accidents. Je pense à ce qui s'est passé en 1952, lorsque, juste avant l'un de ses spectacles, elle s'apprête à entrer sur la patinoire quand s'effondrent les gradins d'une des salles. Ça va faire 250 blessés et la presse ne parle que de ça et c'est vraiment pas elle n'avait pas besoin de ça. Néanmoins, elle serre les dents, elle se relève et bientôt, on la voit monter une grande tournée à travers l'Europe. Elle va s'arrêter à Paris notamment. Jean Maccabi se souvient, lorsque retentirent les premiers accords du ballet de Grieg sous le feu croisé des projecteurs, c'est la petite fée de la glace que le public du Palais des Sports acclama. Une Sonia Henny telle qu'en elle-même, elle restait inégalée. Ça, c'est la magie des très grandes vedettes qui font oublier dans un instant l'âge et tout ce qui peut y avoir d'un peu désagréable pour ne plus être qu'en accord immédiat avec le public dans la grâce même de l'instant et de ce qu'elle arrive à faire. Alors, évidemment, en Norvège, on se rappelle toujours cette histoire de salut nazi, on se rappelle le fait qu'elle ait quand même pas été très généreuse et que pendant la guerre, elle n'a pas donné un centime pour la résistance norvégienne. Il n'empêche, même si au début, lorsqu'elle arrive dans sa première salle en Norvège, le public est un petit peu réticent, est un peu froid, il faut bien le dire, sans mauvais jeu de mots pour un spectacle sur la glace. Eh bien, là, la fin du spectacle est un triomphe et le public l'ovationne debout. C'est quand même extraordinaire ce qu'elle vit. Lorraine Kaltenbach et Clémentine Portier-Kaltenbach racontent, prévisible, l'incident final se produira lors d'un spectacle donné en Amérique du Sud. Sonia chute et s'étale piteusement sur la patinoire. Eh oui, il fallait bien que ça arrive un jour, vous allez me dire. On l'attendait, ce moment-là. Il est peut-être temps quand même de raccrocher les patins, si je puis dire. On est au printemps 1956. Elle a 44 ans. Alors, elle va vivre avec son nouveau mari, le Norvégien Nils Onstad. C'est le 3e. Elle vit très confortablement avec tout l'argent accumulé au fil des décennies. Ils vont accumuler ensemble une splendide collection d'art moderne où les clés, les Cézanne, les Picasso foisonnent. Elle va connaître un certain équilibre finalement. Et c'est au moment où elle a enfin vaincu ses démons. C'est au moment où, libérée par cette ambition qu'elle n'a plus besoin de servir comme une sorte de monstre, comme une sorte de démon quotidien, elle profite enfin de la vie que la maladie se révèle. Ça aussi, on aurait pu s'en douter. La maladie est terrible. Le mal grandit chaque jour et l'on finit par apprendre que Sonia est victime d'une leucémie. Nils, son mari, décide de ne pas le lui dire, en tout cas pas au début. Les deux époux vont poursuivre leurs occupations mondaines, ils continuent d'échafauder des projets jusqu'à cette fameuse étape parisienne dont je vous parlais pour ouvrir ce récit. Elle mourra, je vous l'ai dit, dans son transfert, dans l'avion, sans avoir vu la mort venir d'une certaine manière. Et l'image que je voudrais que vous gardiez, ça n'est pas l'image de cette championne ambitieuse, ça n'est pas l'image de cette peste qui rendait fous les producteurs et les réalisateurs d'Hollywood, c'est la patineuse, c'est la sportive, c'est l'athlète accomplie et c'est cette femme qui possédait cette grâce unique qu'elle déployait sur la grâce, cette petite danseuse mutine, les pieds serrés dans ses beaux patins blancs. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être là toutes les deux. Nous allons revenir sur Sonia Henny que vous n'aimez pas et sur toutes les autres que vous adorez. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, pour parler des championnes qui ont marqué l'histoire, vous recevez
2 femmes, Clémentine Portier-Kaltenbach, journaliste et historienne, et Lorraine Kaltenbach, plume dans les milieux politiques et judiciaires. Ensemble, elles ont écrit Championnes. Elles ont conquis l'or, l'argent et le bronze, paru chez Artaud. Ce sont les 2 sœurs que nous recevons pour évoquer. Alors je disais que vous ne l'aimez pas finalement, cette Sonia Henny. Quand Clémentine Portier-Kaltenbach a appris que c'est elle dont nous allions raconter la vie, elle a dit oh non, pitié, c'était la seule qu'il ne fallait pas choisir. Parce que là, Franck, il va falloir que vous nous expliquiez à tous, ici présents et auditeurs, par quel processus étrange, sur 70 championnes, toutes plus remarquables les unes que les autres, qui ont été aussi d'ardentes militantes de la cause féminine, vous soyez allés chercher la seule véritable chépie que son entourage qualifiait de tyran. Alors moi, à votre place, dû m'inspirer, je m'interrogerais, même si, toutes plaisanteries mises à part, et indéniablement, eh bien, c'était une très grande championne, et l'on raconte qu'entre ces coupes trophées divers, pour populariser le sport, hein. Oui, en tout cas le patinage. Elle aurait eu, tenez-vous bien, près de 1500 coupes, trophées, médailles diverses dans toute sa carrière. Donc oui, indéniablement grande championne, mais plutôt peau de vache et plutôt chipie. Mais ce qui est fascinant, Lorraine Kaltenbach, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce personnage, c'est que les championnes que vous nous présentez, pour beaucoup d'entre elles, sont inconnues. Au moins Sonia Henny, tout le monde connaît plus ou moins, on en a entendu parler, disons. Oui, effectivement, c'est une des plus connues. Nous avons aussi une Française un peu connue qui est Marie Marvin, mais oui, sinon on finira par elle, si vous voulez. Oui. Mais tout simplement, c'est pas parce qu'elles sont étrangères particulièrement, c'est parce qu'elles sont tombées dans les oubliettes de l'histoire. Mais c'est ça, c'est incroyable. Et plus on feuillette cet album, il faut dire que les photos sont magnifiques, on a envie de les connaître toutes, et puis vous nous racontez énormément d'anecdotes sur elles, et puis on se dit, mais c'est incroyable, comment expliquer qu'on connaisse si bien les athlètes et les sportifs masculins, et que toutes ces sportives féminines soient passées aux oubliettes. C'est quand même étrange. Oui. Cela dit, regardez, parce que de cette époque-là, de qui se souvient-on chez les hommes ? Les grands boxeurs, les grands cyclistes. Oui, les grands boxeurs, il y en a 2-3. Jesse Owens, peut-être Jules Ladoumègue. Il n'y a pas grand monde de toute façon, parce que il faut bien voir que l'essentiel de nos championnes ont exercé pendant le 19e siècle. Là, avec Sonia Henny, vous êtes allé tirer une de nos benjamines. Hein. On en a 4-5 qui sont nés juste avant-guerre. Il nous en reste une sur 70 qui est toujours vivante, qui va fêter ses 102 ans en avril prochain. Vous la citez ? Mais bien sûr, Gretel Bergmann, grande championne de saut en hauteur juive, qui ne sera pas retenue dans la sélection du Reich. Hitler a refusé et elle a été remplacée par un travesti qui a porté les couleurs nazies pendant les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Ouais. Alors, il faut peut-être que nous revenions aux plus anciennes, justement, Clémentine. Il y en a même une qui est carrément une athlète de l'Antiquité. Vous avez réussi à la tirer des limbes, celle-là ? Oui, alors nous l'avons trouvée avec Lorraine, parce que c'est une des... Kiniska, la Spartiate, qui est l'une des seules, il y en a eu une autre un peu plus tard, mais qui a été moins connue. Elle a été la première championne olympique en 1000 ans de Jeux olympiques, réservée aux messieurs, parce qu'il faut savoir que les femmes étaient totalement interdites dans l'enceinte sacrée des Jeux olympiques, sous peine de mort. Hein. Donc on ne rigolait pas, pour des raisons religieuses naturellement, pour des raisons moins avouables qui étaient pour sauver la paix des ménages, car gymnos, comme son nom l'indique, veut dire nu. Hein. Gymnos en grec, ça veut dire nu. Donc les messieurs concouraient les hommes, totalement nus, et on avait peur que les femmes assistant dans les tribunes n'établissassent des comparaisons qui auraient été au désavantage de leur mari. Donc pour la paix des ménages, il valait mieux que les femmes n'assistent pas aux Jeux olympiques. Et Kiniska, eh bien cette Spartiate possédait un attelage. Or, la course de char est vraiment l'épreuve reine des Jeux olympiques, et donc elle n'est pas présente dans l'enceinte. En revanche, elle fait concourir son char qui va gagner à plusieurs reprises, et donc elle est couronnée, mais question, comment remettre une couronne à une femme alors qu'elle ne peut pas pénétrer dans l'enceinte? Donc on va résoudre cette difficile question en lui remettant sa couronne au pied du mur, en somme, et elle fera l'objet d'un véritable culte de retour à Sparte. Donc c'est vraiment... La femme orige. Mais c'est ça, mais c'est vraiment la seule en 1000 ans de Jeux Olympiques, Kiniska. Il faut vraiment porter son nom très haut, parce qu'elle est la seule à avoir été reçue la couronne. Vous avez même réussi à nous trouver je ne sais pas si on peut dire une tenniswoman du 15e siècle. Margot Lahennière, oui, bien sûr. Qui était-elle ? C'était une brave petite campagnarde, mais qui avait une force absolument redoutable.
Oui, et qui est venu à Paris, qui s'est fait remarquer, on en a gardé la trace, et qui se battait contre tous les princes. Tout le monde voulait s'essayer contre elle, parce qu'elle avait une force redoutable. Elle a fait son argent, elle est repartie dans son Hainaut natal, et puis elle est entrée dans les ordres. C'est vraiment l'aïeul d'Amélie Mauresmo dans une époque où le jeu de paume a une popularité extraordinaire et où d'ailleurs... C'est même l'ancêtre de la paume. Dans la bouche des Anglais, les Anglais disent mais les Parisiens notamment sont fous, ces Français sont fous. On est obligé, le chevalier du Guet est obligé d'interdire de jouer à la paume à l'heure des repas. Alors vous nous parlez d'alpinistes, si l'on peut dire, en tout cas de femmes qui grimpent sur les cimes. Vous nous parlez de Jeanne Labrosse-Garnerin, qui, alors elle, je la connais bien parce que je lui avais consacré une émission. Figurez-vous que la première femme à avoir sauté en parachute, ça c'est extraordinaire. Mais on a un peu l'impression, Clémentine, que ce sont souvent des aristocrates quand même, ces dames, si je puis dire. Peut-être pas les comètes, les premières. Jeanne Labrosse-Garnerin, c'est une femme du peuple. Ernestine Henry, façon pas non plus, une bourgeoise, disons. Non, il est vrai que qui peut s'essayer au sport dans un premier temps? Ce sont les aristocrates. On les tient d'ailleurs pour des excentriques, mais qui chevauchent à l'Amazone? Ce sont les reines, ce sont nos reines. Qui peut s'exercer dans le sport automobile? Ce sont des femmes suffisamment riches pour pouvoir s'offrir un véhicule. Donc la première française à passer son brevet de conduite, c'est la duchesse d'Uzès, qui est vraiment considérée pour le coup comme une excentrique, qui est à la fois qui finance le Parti communiste. Qui est une amie de Louise Michel, mais qui est à la fois une grande aristocrate. Bon, voilà, elle passe pour des excentriques et d'ailleurs ces femmes, on les juge avec une certaine condescendance parce que les chroniqueurs et les journalistes s'intéressent bien davantage à leur tenue vestimentaire qu'à leurs exploits sportifs. Il y a une discipline où les femmes se sont tôt manifestées et ont tôt obtenu leur licence, c'est l'aviation. L'aviation. Et il y en a une, la toute première, Lise de Roche en 1909, Exactement. pas rien, 300 mètres à 5 mètres d'altitude. Et parlez-nous d'Evgenia Tchakovskaya. Qui voit cette petite Française se produire un an plus tard en Russie et qui se dit, moi aussi, je veux prendre les airs. Et à cette époque-là, les cours d'aviation coûtaient terriblement cher, et puis on ne peut pas apprendre partout, donc elle part en Allemagne, à Johannisthal, où elle est entre les pattes d'un superbe roi du manche à balai russe qui s'appelle Abramovitch. Elle va être la 4e russe diplômée brevetée d'aviation, et puis surtout, avec la guerre, elle va devenir la première pilote de chasse femme, et elle va se transformer en Mata Hari, être accusée d'intelligence avec l'ennemi, être condamnée à mort. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de femmes pilotes dans l'armée soviétique. Mais elle est la toute première. Elle est la toute première. Elle est touchante. Elle sera la maîtresse de Raspoutine. Elle a une vie incroyable. Dans un premier temps, on est dans l'armée tsariste encore. Tsariste, oui, bien sûr. Mais 30 ans plus tard, ce sera des femmes dans l'armée soviétique. Bien sorcières de la nuit. Vous en avez un certain nombre pendant la Première Guerre mondiale. Bien déjà, sûr. Alors, au rang des aristocrates, on peut parler de la sœur du marquis de Queensberry, grand spécialiste de la boxe. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, cette Lady Florence Dexy? Elle n'a pas proprement parlé pratiqué un sport, mais elle était vraiment la figure de proue des suffragettes britanniques. Elle était très aventureuse, donc elle est allée voyager en Patagonie, elle a travaillé pour un journal britannique, elle est allée suivre la guerre des beurs. Donc c'était vraiment une femme libre dans une époque où les femmes ne l'étaient pas encore. Et elle a accepté de parrainer le premier club de football féminin. Et voilà, ça, rien que ça, il faut le dire. Et ça nous permet de saluer toutes nos auditrices qui pratiquent toutes sortes de sports et qui souvent nous écoutent en podcast en s'entraînant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Les beaux yeux de l'or, c'est signé Alain Chamfort et dans cette chanson, il parle bien sûr de la grande championne Laure Manodou. Les championnes sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 puisque vous recevez 2 femmes pour nous parler de ces championnes, Franck. Clémentine Portier-Kaltenbach, journaliste et historienne. Et sa sœur, Lorraine Kaltenbach, plume dans les milieux politiques et judiciaires. Alors, il faut que vous nous parliez de nageuses. Il y a de toutes sortes de sportives dans ce bel album, Lorraine Kaltenbach. Nous avons une quinzaine de sports. Oui, c'est ça. Donc, il y a des nageuses, bien entendu. Il y a des nageuses. Il y a surtout Annette Kellerman. Qui va inventer le maillot Kellerman que beaucoup d'entre nous portent aujourd'hui, qui est le maillot de bain une pièce. Et elle a surmonté, elle aussi, un handicap. C'est souvent comme ça que ça se passe. Bien sûr. Elle avait la polio. C'était une jeune Australienne. Et la faculté a recommandé à ses parents de l'embarquer au bord de la mer et de faire beaucoup de natation. À 15 ans, elle est le grand espoir de la natation australienne.
Elle débarque à Londres, elle débarque surtout à Paris en 1905 et elle va participer à la traversée de la Seine à la nage. Oui, et ensuite, on va élargir considérablement le bassin puisqu'il ne s'agit plus de traverser la Seine, mais la Manche. La Manche, dans une eau à 11 degrés, elle échoue. Je crois qu'elle est la première femme à faire la tentative, mais elle échoue. C'est la grande mode de traverser des fleuves. Elle va s'essayer au Danube. Et puis, il y a un moment où elle se dit qu'il y a peut-être des activités plus lucratives. Elle va partir aux États-Unis et commencer à danser dans des superbes piscines avec de la musique et inventer la natation synchronisée. Voilà, bien sûr. Surtout chez Franck Lorraine, il faut lui dire que finalement Annette Kellerman est un peu à la piscine et à l'eau ce que Sonia Henny est à la glace. Finalement, oui, elle aura le même genre de carrière. Non, parce qu'elle est dans un gentille, deuxième Annette temps. Kellerman. Elle est Elle est vraiment très Vous sympa. n'avez pas Elle est parlé très d'Esther belle. Elle est très Williams belle. parce que vous la considérez plus comme une Non, artiste. Esther Williams est beaucoup plus jeune et Esther Williams sera sollicitée pour le biopic consacré à Annette Et Kellerman. voilà, d'ailleurs, oui, bien sûr. Et puis, excusez-moi, mais Annette Kellerman a fait aussi beaucoup pour la cause des femmes. D'abord, elle a été une des premières à poser plus ou moins nue avec sa longue chevelure. Enfin, elle était très libre. Et puis, elle était très, très intéressée par tout ce qui était vie saine, alimentation, bio, etc. Elle a produit un livre sur ce sujet. Nous disions l'autre jour, nous étions en direct du Salon du Cheval et nous parlions de la façon de monter à cheval pour les dames. Et nous disions qu'évidemment, il y a un certain nombre d'activités physiques qui n'étaient pas recommandées pour les dames. C'était tout à fait déconseillé. Et il y a des sports qui leur ont longtemps été, sinon interdits, du moins déconseillés. Je pense au vélo, tout simplement. Alors ça, c'est un de nos sujets préférés avec Lorraine, n'est-ce pas? Parce que quand on voit ce que les messieurs écrivent sur les femmes et le vélo, ça laisse songeuse. Oui, alors Lorraine, généralement, je te laisse la parole, oui, expliquer comment... Alors numéro sur de l'équitation, bêtises, il y a eu peu de championnes parce qu'on ne montait pas Kelly Fourchon, mais en Amazone. Et pour les mêmes raisons, le vélo va faire vraiment beaucoup de débats pendant une dizaine d'années parce qu'on considère que c'est une forme de sextoys. C'est ça, voilà. Qu'au passage, ça fluctionne les organes génitaux et que les femmes deviendront stériles et que c'est très mauvais pour la natalité française en particulier et européenne de manière générale. Ce sera le nouveau partenaire sexuel des dames, le vélo. Alors le plus étonnant, moi j'y reviens régulièrement parce que je suis très indigné par les prises de position d'une femme très libre, Sarah Bernard. Sarah Bernard, Sarah c'est pas Bernard, oui, possible. voilà. Sarah Bernard qui fait une grande diatribe anti-vélo en disant que ça va faire les femmes vous quitter leur foyer, partir en vélo, alors qu'elle-même a quand même accumulé les amants, se fait faire un enfant par le prince de Ligne. Enfin, elle a une vie tout à fait leste, si l'on peut dire, et elle voudrait garder les dames loin des vélos. Je dis non, Sarah Bernard. Laissez donc Madame Sarah tranquille et parlez-nous d'Alfonsina Strada, alors, pour le coup. Oh, très mignonne, petite italienne, vraiment, née dans un milieu misérable, et dans lequel l'achat d'un vélo, c'est à peu près un mois de salaire plus d'un mois de salaire d'un ouvrier. Donc tout le monde ne peut pas se procurer. Alors c'est peut-être un sextoy selon Sarah Bernard, mais enfin, qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Son père est laboureur et il propose au médecin du village d'échanger son vieux vélo rouillé contre 10 poules. Et alors la petite Alfonsina se passionne pour le vélo, devient très très forte et elle va devenir la première, et elle reste la première femme à avoir participé au Giro. Eh oui. Donc, et elle le suit alors que les femmes sont interdites. Donc, ce que fera plus tard une Française, Marie Marvin, c'est qui suivra le Tour de France en 1908 pour dire mais vous avez bien, messieurs, les dames sont tout à fait capables d'en faire autant. Mais Marie Marvin, elle s'en est pas tenue là. Alors racontez-nous un peu l'épopée de cette femme à laquelle nous avions rendu hommage avec Marc Menant il y a quelque temps. Mais il faut dire qui était Marie Marvin. Il faut le rappeler à nos auditeurs. Il est vrai que Marie Marvin pourrait à elle seule valoir une ou deux émissions parce que son palmarès. Elle a fait de tout. Elle, absolument. Son palmarès sportif est tellement riche qu'il vaudrait mieux dire ce qu'elle n'a pas fait plutôt que ce qu'elle a fait, parce qu'elle a fait tous les sports. Elle a eu 17 records mondiaux, 34 décorations, dont la Croix de guerre. Et d'ailleurs, au moment de sa mort, un journal américain titrait que c'était la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc. Et en effet, cette Marie Marvin, eh bien, je ne sache pas qu'un homme au monde est un palmarès aussi riche et aussi divers que cette Française, dont on a tout lieu d'être fier et de crier cocorico, parce qu'elle a accumulé les records. On parlait tous les domaines. On parlait d'Annette Kellerman. Elle a battu d'1 heure le record de
gymnastique, la boxe, le judo, le jiu-jitsu, le tennis, le golf, le billard, le water-polo, la voile, le canoë, le ski, le patinage. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Les avions à réaction, les avions, hélicoptères, les hydravions, elle a tout fait. Elle conduisait des locomotives. Voilà, elle a créé une école de ski, la première école de ski civil. Elle a vaincu des sommets. Elle était une alpiniste hors pair. À 85 ans, elle passait son brevet d'hélicoptère. Parce qu'elle était née, il faut dire, en 1875. Elle est née à Nancy. Et elle ne mourra qu'en 1963. Donc en plus, elle vit très très âgée. Ça l'a conservée de faire tout ça. C'est une femme passionnée de théâtre. Et quand elle voulait aller voir la saison parisienne, elle prenait sa bicyclette qu'elle appelait Zéphirine et elle faisait Nancy-Paris en vélo. Elle avait plus de 80 ans. Ce qui n'empêchait pas de piloter des locomotives quand même. Elle pilotait ses locomotives, ses avions à réaction, elle pilotait tout. Non seulement ça, mais elle a quand même été aussi une héroïne de la guerre de 14, non seulement comme aviatrice, mais aussi elle s'est battue sur le front costumée en homme. Alors la légende raconte qu'on l'a identifiée parce qu'elle avait une boucle qui sortait de son casque, mais elle a appris aussi l'hypnose. Elle a travaillé comme infirmière et hypnotisé les blessés avant de passer sur le billard. Voilà quelqu'un. Elle a même eu des prix dans l'art culinaire. Elle apprenait les langues. Elle parlait 5 langues. Elle a vécu au Maroc. Elle a voulu créer les premières ambulances en avion. Donc Lyotet s'est intéressé à elle. Elle a vécu dans un harem. Elle a été amoureuse d'un seigneur. Mais qu'est-ce que vous attendez pour écrire un grand roman sur Marie Marvin? Est-ce qu'il n'existe pas déjà? Mais sinon, c'est vrai que ça serait tentant. Moi, j'aimerais bien. Cette femme est une femme extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Mais alors, attendez, parce qu'elle dormait 4 heures par nuit. Ouais. Elle était quand même du genre, aujourd'hui, on dirait hyperactive. Elle tenait pas en place. Elle devait être un peu fatigante, la Marie. Mais quelle femme, quel homme, comme on aurait pu dire de Catherine de Médicis. Nos auditeurs et auditrices auront bien compris qu'il y a une fabuleuse galerie de portraits dans ce bel ouvrage avec des photos magnifiques. On se demande jusqu'à quel point vous n'avez pas choisi les personnages en fonction des photos, tellement elles sont belles. D'ailleurs, elles sont magnifiques. Ah oui, il y a vraiment une belle illustration. Ça s'appelle Championnes. Elles ont conquis l'or, l'argent, le bronze et c'est édité chez Artaud. On pourrait en citer bien d'autres. On n'a vraiment pris que quelques-unes parmi toutes ces femmes. Un mot peut-être du sport collectif, Lorraine Kaltenbach. On parle beaucoup d'héroïnes, de sport individuel. Le sport collectif est très déconseillé aux femmes. On comprend bien pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on commence à jouer au basket entre nous, on va commencer à se haranguer, à être très grossier. Donc il n'en est pas question. Et puis en plus, on considère aussi que les femmes ne vont plus avoir d'enfants avec le sport collectif. Voilà. Je me rends compte que je n'ai même pas pris le temps de vous demander quel sport vous pratiquiez l'une et l'autre. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Merci à toutes les deux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Dans un instant, vous répondrez, Franck, à la question de Lise. Elle voudrait connaître l'origine du mot lynchage. Just Like Fire, le titre de Pink à l'instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est une question qui est signée Lise et qu'elle vous a postée sur le site internet europe1.fr. Franck, elle voudrait savoir l'origine du mot lynchage. Alors, c'est une origine américaine. Nous sommes au XVIIIe siècle, au moment de la guerre d'indépendance américaine, bien entendu. Et il se trouve que Mr. Lynch est un patriote qui habite la Virginie. Et vous savez, on est dans une période où il faut prendre des décisions qui sont souvent difficiles. Et là, il faut réformer les jugements appliqués dans sa région. C'est lui qui aura l'idée d'instaurer des procès extrêmement rapides. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des procès, entre nous soit dit. C'est un peu à la tête du client, avec exécution sommaire et immédiate. Donc on recrute très vite des jurés, on rassemble tout ce monde-là dans la cour et c'est lui-même, Monsieur Lynch, qui supervise les exécutions. Donc un lynchage, eh bien vous avez compris de quoi il s'agit au départ, c'est tout simplement une exécution sommaire. Peu à peu, ça a pris une autre signification, bien entendu, puisque le lynchage, c'est devenu, alors dans un premier temps, le fait d'être tué par une foule dans un mouvement d'emportement qui manque à toutes les règles de la justice. Et puis petit à petit aussi, un lynchage, c'est devenu au sens symbolique, au sens immatériel du terme, le fait d'être traîné dans la boue par la presse ou malheureusement de plus en plus souvent par les réseaux sociaux. Bon voilà, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Tout ça, ce qui est amusant à propos de cette affaire, c'est qu'il y a deux Lynch, figurez-vous, deux Mr. Lynch. Il y a Charles Lynch. Là, on est quasiment sûr que c'est lui qui a créé cette pratique d'exécution sommaire. Mais il y en a un autre, le capitaine William Lynch, qui devait être très fier de lui puisqu'il était lui aussi originaire de Virginie et il a répété pendant des années que c'était lui qui était à l'origine de cette loi. Je ne sais pas s'il y avait vraiment de quoi se vanter.